sais pas s'il va pleuvoir, j'en sais rien. Non, 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 pas. Ah, donc ils savent mieux que moi, il va pas pleuvoir. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle rencontre du Book Club Le Matin. C'est une initiative du groupe Le Matin et on est très très heureux de tenir cette réunion, cette rencontre dans ce magnifique espace historique. Et notre joie est encore plus forte parce que nous avons l'immense plaisir et l'honneur d'accueillir une grande figure de la littérature marocaine et internationale, Monsieur Tahar Benjeloun, que je vous prie d'applaudir s'il vous plaît. Merci, merci. Alors, ces Merci. rencontres, nous avons l'habitude de les tenir en marge du ciel. Donc, aujourd'hui, on est pratiquement à l'avant-dernière journée et notre objectif, ça a été toujours de promouvoir la lecture et la lecture et les auteurs marocains et marocaines à travers leurs nouvelles parutions. Et aujourd'hui, on a le plaisir de découvrir le nouveau livre de M. Tahar Benjeloun, Et se sont aimés. C'est le tome 2 d'un premier livre déjà qui a fait un grand succès, Les Amoureux de Casablanca. Les amants. Les Amants de Casablanca, pardon. Et ça sera avec notre ami Myriam Zakharaji qui aura le plaisir de modérer cette rencontre avec notre honorable invité pour avoir beaucoup plus d'informations sur ce livre. Je tiens, avant de céder la parole à Myriam, à remercier mon ami Aminem Snaoui qui nous a toujours accompagnés dans ces événements. C'est une grande dame dans le cœur et a toujours été perchée pour la promotion du livre et de la lecture aussi. Voilà. Bonsoir à tous, merci de votre présence. Merci Amina, merci à Ali et merci bien sûr Tahar. C'est un plaisir d'être là pour faire cette petite discussion avec vous autour du livre « Ils se sont tant aimés ». Bon, bien évidemment, Tahar Benjeloun n'est pas présenté, mais on va faire les choses dans les règles. Avant de démarrer, on va dire quelques petits mots. Donc Tahar Benjeloun est écrivain, il est poète et il est peintre. Il vient d'inaugurer une exposition au musée Mohamed VI, que je vous invite aussi à aller voir. Et il est également membre de l'Académie du Royaume du Maroc. Bien sûr, il est prix Goncourt. Et il a publié une vingtaine de romans. J'espère que je ne me trompe pas. Ah oui. Bon, on ne compte plus. Je compte plus. Voilà. Vous avez compris, il y en a tellement qu'on ne compte plus. Et puis, bon, bien sûr, celui dont nous allons avoir le plaisir de parler aujourd'hui, Ils se sont tant aimés. C'est un tome 2, en fait, d'un roman qui est paru en 2023 et qui s'appelle Les Amants de Casablanca, comme vient de le dire Ali. Bon, moi, je vais commencer par une première question, puisqu'elle s'impose. Vous avez cité dans le livre, dans les premières pages, vous avez fait des remerciements à la mémoire de Bernard Pivot, qui vous a demandé de faire un tome 2. Alors, est-ce que vous aviez l'intention de faire une suite aux Amants de Casablanca? Non, on arrête là. Non, parce que mon ami Bernard, vraiment, qu'on regrette beaucoup, il avait lu Les Amants de Casablanca, il m'a appelé très gentiment, il m'a dit j'ai beaucoup aimé ce livre, maintenant j'attends la suite. Et forcément, je l'ai écrit, malheureusement, il ne lira pas cette suite. Et non, on arrête là, parce que sinon, on va faire un petit peu... Non, ça va. Je pense que là, je suis sur autre chose. Il y a d'autres sujets dans ce pays que Casablanca et ses turpitudes. Donc voilà, on va s'arrêter là. Oui. C'est très bien. Mais il ne faut pas croire les écrivains, parfois ils racontent n'importe quoi. Hein. C'est ça, on va attendre pour voir. On vous croit quand même. Tahar, je voudrais vous faire réagir sur la couverture du livre. Malheureusement, je n'ai pas le premier tome. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, Les Amants de Casablanca. Il me semble, c'est comme ça que je l'ai perçu, il y a une petite différence entre les deux couvertures. Sur la première, il y a un portrait de femme qui est très imposant et presque l'homme est dans l'ombre. Absolument. Ici, il y a un couple dont on voit même le reflet sur l'eau et on voit un lieu très romantique parce que c'est un espace de Casablanca, je pense, où les amoureux... C'est une très belle photo d'un photographe marocain, un jeune photographe marocain. Très bien. Vous pouvez nous dire comment cette couverture a été choisie? Moi, on me l'a proposé, j'ai dit oui, mais c'est le service fabrication qui a choisi. Moi, je trouvais qu'elle est pas mal parce qu'il y a ce couple qui se retrouve, il y a la mer, il y a le reflet, et puis il y a le coucher de soleil. Oh, c'est un peu romantique, mais bon,
il faut aller au-delà de la couverture, sinon si on reste à la couverture, on va pas... Mais en tout cas, quand on a lu Les Amants de Casablanca et qu'on regarde cette couverture, on a envie d'aller lire le livre pour découvrir cette suite que vous nous proposez et qui a l'air plus romantique que celle, en tout cas, qui est inspirée par l'autre première couverture. Donc, est-ce qu'il faut, avant de passer à l'histoire de Ils se sont tant aimés, est-ce qu'il faut avoir lu Les Amants de Casablanca pour apprécier? Non, pas forcément. Non, parce que de toute façon, je résume un peu au Exactement. début Les Amants de Casablanca, il y a un petit résumé. Et après, bon, l'histoire se tient par elle-même, parce que c'est une histoire d'un couple Absolument. qui va être frappé par le malheur de la maladie et on va voir si l'amour va être plus fort que la maladie. C'est ça le sujet du livre. Exactement, c'est effectivement ce qu'on voit depuis le début du livre. Alors, dans le tome 1, il est question de trahison, d'adultère, il y a un peu de violence, il y a des sentiments comme ça qui sont il y a de la violence, bousculés. Oui, il y a de la violence. Dans Ils se sont tant aimés, il est question d'amour, de tendresse. Parce que d'abord, le couple a vieilli, il y a une tendresse qui s'est installée, c'est plus la passion du début, bien sûr. Et puis on a oublié la trahison et puis ils se retrouvent parce que avant même que la maladie ne soit déclarée, c'est quand même les retrouvailles parce que, comme je l'avais écrit dans un autre livre il y a très longtemps, le premier amour est toujours le dernier, c'est-à-dire qu'ils se restent attachés à eux-mêmes, même s'ils ont eu d'autres histoires, hein, d'autres mariages, d'autres rencontres, etc. Et donc, l'histoire commence avec la mort du mari, du vieux monsieur qui s'était marié avec Lamia. Et c'est un peu, j'ai enlevé un peu les personnages dont on n'avait plus besoin. C'est comme au cinéma, on renvoie les figurants. Et là, je me suis concentré sur le personnage du couple, un peu de leurs enfants, mais surtout du couple face à la maladie. Tout à fait. Et d'ailleurs, sur la page 215, vous le dites clairement, vous dites clairement qu'aujourd'hui, on doit revenir à ces sentiments d'humanité, de tendresse, etc. Et quand vous dites, par exemple, n'oublie pas notre décision, nous vieillirons ensemble. Nos enfants ont encore besoin de nous, ils se croient forts, mais au fond, ils sont naïfs. Les réseaux sociaux leur déforment l'esprit. À vrai dire, nous sommes tous déchirés entre la modernité et nos traditions, mais l'important, ce sont nos valeurs d'humanisme, de générosité, de solidarité. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu transmettre dans le livre? Ben moi, j'ai un fond un peu bébête, c'est que je crois vraiment à la vie, je crois au progrès, je crois à des choses comme ça. Et je sais que l'humanité est au fond pas très sympathique. Mais il y a des éléments, il y a des personnes qui sauvent l'humanité parce que quand on voit ce qui se passe dans le monde, on n'a pas envie de l'aimer, cette humanité. C'est terrible. Parce qu'en plus, comme il était dans le Mage du Kremlin, le livre de Giuliano d'Ampoli sur Poutine, il y a une phrase très claire. Il a dit les peuples aiment les régimes forts, les régimes dictatoriaux, ils aiment ça. Ils ont voté pour Poutine. En disant en Russie, c'est pas des élections vraiment démocratiques, mais en Amérique, Trump a été élu démocratiquement. Hein. Il a été élu. L'Argentin, c'est la même chose. Orban en Hongrie. C'est ce qu'on appelle des aberrations démocratiques. Et donc l'humanité, elle est malheureusement traversée par ces groupes dictatoriaux qui font qu'aujourd'hui nous avons tous l'angoisse du lendemain. Bon, moi je prêche l'humanisme, le respect des valeurs, je le prêche. Mais bon, est-ce que je vais être suivi? J'en sais rien. Mais en tout cas, mon personnage, Nabil, surtout, il est humain. Il est humain, il va être victime de son humanisme, et de sa gentillesse, de sa générosité d'ailleurs. Mais on l'aime bien, Nabil, au fond. Non, bien sûr, dans la vie. Mais la vie n'est pas que roublardise, n'est pas qu'imposture. C'est aussi, il y a des belles personnes,
qui font des choses magnifiques, bien sûr que ça. Il faut pas avoir une vision, comme on dit, caricaturale. Il y a de tout. Ils disent le cliché, il faut de tout pour faire un monde. Non, il faut de bonnes personnes pour faire un monde. Et de temps en temps, il y a des déchets. Mais les déchets, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est ça le problème. Il y a beaucoup de déchets. Dans les situations où finalement on fait croire aux gens qu'ils peuvent tout avoir, on leur ment, on leur raconte des histoires. Et, et en même temps, il y a une sorte de déclin, le déclin des religions, qui ont été pas de l'islam, mais le catholicisme est vraiment en déclin parce que prêcher l'amour de l'autre, c'est la valeur suprême du catholicisme. Mais nous dans l'islam, il y a de tout. Il y a aussi le fait de s'entraider. Il y a des versets sur l'aide, sur le secours aux autres. Et puis la vie de Mohammed est une vie exemplaire aussi, de solidarité, de générosité, de bonté. Et en même temps, il y a une sévérité. Et l'islam joue un rôle très important dans notre société. C'est le ciment, c'est ce qui nous relie tous. La religion, c'est ce qui relie. C'est ça la vraie définition de religion. Ce qui relie. Et nous sommes tous reliés par l'islam. Alors nous avons notre langage, on le voit en arabe, Darija ou en arabe classique, il est parsemé d'expressions religieuses. On ne peut pas dire quoi que ce soit sans qu'il y ait référence à Dieu, à son prophète, etc. Nous sommes comme ça. Mais on peut effectivement, comme dans le roman, démontrer qu'il y a des hypocrites. Ben oui, les hypocrites, c'est évident. Il n'y a pas que les bons musulmans, il y a aussi des musulmans qui font du commerce avec l'islam. Mais ça, je n'en parle pas beaucoup parce qu'ils ne méritent pas qu'on en parle. Mais ils existent. Mais vous avez plutôt parlé justement de cet islam qui est un peu montré à travers certains comportements de la vie quotidienne, notamment avec Lamia. Elle a retrouvé la foi, c'est-à-dire un moment elle en doutait un peu et puis là elle retrouve la foi. Ils vont faire une Umrah, ils respectent les traditions. Vous parlez de cet islam-là et vous le dites clairement. C'est la spiritualité. Moi, ce que j'aime dans l'islam, c'est son aspect spirituel. C'est son aspect intemporel qui est au-delà de la conjoncture. Finalement, l'islam, c'est vraiment une chaîne de valeurs pour vivre ensemble. Et c'est pour ça que l'islam gère pratiquement la vie des citoyens. Il les gère, évidemment, mais ce qu'il faudrait, c'est peut-être ne pas lire le texte d'une manière littérale, comme ils ont fait les Wahhabites au XVIIIe siècle, mais d'une manière intelligente. Et intelligente avec une interprétation, avec une adaptation. Et ce qui était vrai du temps du prophète ne l'est plus aujourd'hui, parce que l'époque a changé, et surtout pour ce qui est la condition de la femme et les droits de la femme. Parce que, alors il y a un paradoxe. D'un côté, nous avons un jeune inconnu, Mohammed, qui va épouser Khadija, qui est une femme d'affaires, qui a des caravanes, qui est plus âgée que lui. C'est magnifique comme exemple. Et de l'autre, il y a la pluralité des épouses, il y a des choses comme ça qui sont... Mais nous n'avons pas de papoter, mais nous avons quand même des ulama qui pourraient, eux, avoir le courage de temps en temps d'interpréter. L'interprétation en islam n'est pas interdite. Réinterpréter les textes, les relire avec justesse, avec humanisme, c'est tout à fait possible. C'est pour ça que moi je défends beaucoup l'islam dans mon pays et je lutte de toutes mes forces contre tous ceux qui ont dénaturé cette religion pour en faire une religion de haine, de violence et de sang. Évidemment, ça c'est quelque chose d'insupportable.
Bien, alors dans votre roman, vous avez choisi des épreuves pour rapprocher le couple. En fait, je remets un petit peu le contexte pour ceux qui n'auront pas lu Les Amants de Casablanca. Le couple, c'est Lamia et Nabil. Bon, Lamia a trompé Nabil, ils se sont séparés. Et puis ils vont se retrouver dans ce livre-là, dans ce deuxième tome, quand Lamia va perdre le mari qu'elle a épousé. C'est un homme d'un certain âge qui est décédé, et donc Nabil va retrouver Lamia et il va vraiment l'aider et la soutenir dans cette épreuve. Donc vous avez choisi... Il se remarie. Oui, absolument. Ils vont, un peu plus tard, ils vont se remarier. Mais en tout cas, il est là, il n'a pas l'intention de la reprendre comme épouse, mais il voulait être là, à ses côtés. Et c'est pour ça qu'on trouve Nabil extrêmement attachant, c'est un personnage... Et puis, donc vous avez choisi la mort pour les rapprocher, et vous avez choisi... Pas la mort, non. La maladie. Non, la mort d'abord, parce que c'est là qu'ils se sont retrouvés. La mort Donc du mari. Épreuve, la mort du mari, absolument. Et c'est là qu'ils se sont retrouvés. Parce qu'ils étaient très fâchés. Ils ont eu un divorce forcément. Bon, se sont bagarrés. Elle, Lamia, c'est une femme très forte de caractère et qui est riche, qui est ambitieuse, qui a de l'ambition. Qui a des entreprises. Et puis, elle est conseillée par son avocat qui lui dit il faut vraiment le mettre à genoux. Et c'est ce qu'elle va faire. Et puis lui, malgré tout, il va être là en permanence avec elle, alors qu'il était lui aussi remarié. Et donc, il va être là à ses côtés et il va la soutenir. Donc, ça les rapproche, puisque souvent, il reste avec elle, il passe la nuit à la maison pour l'aider à surmonter cette épreuve. Et ensuite, vous avez choisi aussi la maladie pour renforcer et consolider. D'ailleurs, il y a une phrase dans le livre qui dit « La maladie a ressoudé le couple ». Donc vraiment, ça y est, ils se sont remis ensemble et Nabil a décidé vraiment d'être là. Et c'est là qu'ils ont décidé de se remarier pour vieillir ensemble. Donc, est-ce que l'épreuve adoucit un petit peu le temps, adoucit les relations? L'épreuve, c'est le moment effectivement de la vérité. Les êtres se révèlent, non pas quand tout va bien, mais quand il y a un problème. Alors, dans les conjoints, sans dire si c'est l'homme ou la femme, j'en ai connu que dès qu'il apprend que son conjoint est malade, il prend la fuite. Soit l'homme, soit la femme, ça existe. On va pas les... Mais là, c'est le contraire. Là, il est là, il est présent, il l'accompagne, il l'aime encore plus qu'avant. Et ça, c'est important. Le moral dans une épreuve où le corps est atteint, le moral est important. Il faut qu'il soit haut, il faut qu'il soit bon. Et il faut lutter contre les idées noires, contre l'approche de la mort, parce que finalement, elle est jeune. La mienne, elle n'a même pas 50 ans. Donc c'est quand même terrible de voir une jeune femme comme ça attaquée par un cancer. Mais bon, l'espoir existe. Absolument, l'espoir existe et lui, il est persuadé qu'elle va s'en sortir parce que justement, pour lui, l'amitié, l'amour, la tendresse. Et d'ailleurs, il y a une très belle phrase dans la bouche de Nabila. C'est une phrase qui n'est pas d'elle, mais elle la partage avec des amis. Et elle dit « Il faut de temps en temps verser de la tendresse dans les veines de l'amitié et de l'amour ». Et je crois qu'effectivement, c'est ça peut-être qui va sauver un petit peu, pas seulement le couple, mais d'une manière générale, la relation entre le couple avec les enfants, le couple avec les amis. Et donc, moi, j'ai tout de suite transposé à la société. C'est peut-être la tendresse, l'amitié, l'amour, la solidarité, ces valeurs humaines qui vont peut-être aider à sauver un peu vous savez, la littérature, en tout cas dans notre pays, que ce soit écrite en arabe ou en français, peu importe, joue un rôle fondamental, même si elle n'est pas très lue, mais pour apaiser les esprits et apaiser une société qui a des tendances, comme toute société contemporaine, à aller vers une sorte de folie, générée par l'amour de l'argent et l'égoïsme, etc., et l'imposture. Et ça, bon, c'est une lutte quotidienne. C'est une lutte quotidienne. Je sais pas, on se dit quand même, on peut vivre ensemble, on peut partager, on peut s'entraider.
Et c'est vrai que le peuple marocain a une conception de la solidarité absolue. On l'a vu en septembre 2023 lorsqu'il y a eu les tremblements de terre. Tout le monde était là, prêt à aider. On l'a vu pour un moment festif pour la Coupe du Monde du football. J'ai rarement vu un peuple sortir dans la rue avec une telle joie, avec des femmes âgées, des enfants. J'étais dans la foule, mais il n'y avait aucune violence. Les gens étaient heureux qu'une équipe de football soit arrivée en demi-finale. Mais ça, c'est quelque chose, il faut l'avoir vécu pour le croire, c'est extraordinaire. Et ça, je ne sais pas, je ne vais pas juger les autres pays, mais je me souviens, on était en train de regarder le match, j'étais avec un copain, très bon vivant, vraiment un bon vivant, qui aime la vie, qui aime les femmes, tout ça. Fort, bien, sportif. Il s'est mis à pleurer. Comme un enfant, parce que l'équipe du Maroc était passée à la demi-finale. Il dit, ah oui, c'est quand même, ça va. Mais en même temps, c'est touchant. C'est touchant parce que finalement, derrière cette carapace, il y avait un cœur, il y avait des sentiments. Et c'est un homme merveilleux parce que je l'ai vu dans d'autres situations où c'est un homme très généreux, très gentil, c'est une bonne personne. Mais c'est dire que nous avons un peuple merveilleux, formidable. Nous ne sommes pas dans la violence, nous ne sommes pas dans la guerre. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention aux autres. Il faut être un peu attentif à tous ceux qui nous entourent. Et surtout, nous apprenons tous les jours à vivre ensemble parce que nous n'avons pas d'autre choix. Comme quand on a commencé à avoir des ennuis avec notre voisin, des ennuis sérieux, j'avais dit dans un article, j'ai dit, dans un immeuble, quand un voisin nous casse les pieds, on déménage. Mais nous, on ne peut pas déménager, on est chez nous, là. On ne peut pas aller ailleurs. Et puis c'est à eux de partir ailleurs, j'en sais rien. Mais on doit les supporter parce qu'ils ont une violence innée dans leur histoire, une jalousie terrible et un amour de la destruction. Ils veulent détruire ce pays parce qu'il fonctionne. Et ça, ils ne supportent pas. Et c'est le seul pays, il faut que vous vous rendiez compte, moi qui voyage beaucoup, c'est le seul pays arabe où ça fonctionne. Il n'y a aucun autre pays arabe où j'ai été content. L'Égypte est une catastrophe, même si économiquement ils s'en sortent. Mais il y a 100 millions de gens. Vous savez qu'il y a un cimetière qui est devenu une ville, où les gens dorment avec les tombes, sur les tombes. Vous avez, la Jordanie, c'est un petit pays, mais les pauvres, ils sont menacés tout le temps par Israël. La Syrie, n'en parlons pas. Bachar a massacré son peuple gaiement, sans aucun problème. Beyrouth, le Liban est un désastre sur tous les plans. La Tunisie, il y a un fou qui a pris le pouvoir, un Trump tunisien, quoi. Il est complètement cinglé. Et l'Algérie, vous savez ce que c'est. Bon, donc, le Soudan, il y a une guerre civile. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le Maroc. Et le Maroc, évidemment, il est très jalousé. Je pense qu'il faut faire très attention, rester unis et savoir que le bonheur que nous avons aujourd'hui, il n'est pas assuré à 100%. Hein. Moi, à chaque fois que j'ai vu les réalisations, c'est extraordinaire. Rabat est une des villes les plus belles du Maroc et c'est des choses extraordinaires. Et ça, c'est pas garanti, hein. Pas garanti. Il faut faire attention. Donc il faut continuer de travailler, il faut continuer de s'entraider. Être sérieux. Voilà, c'est ça. Je pense que Sa Majesté qui l'a dit. Il faut être sérieux. Le sérieux est une denrée importante. Absolument. Ça ne s'achète pas au marché, malheureusement. Mais il faut l'acquérir, il faut être sérieux, il faut aimer son pays comme il se doit. Et il faut tout faire pour ce pays. Et il faut aussi que les écrivains continuent d'écrire et que le book club du matin continue de tenir des réunions comme ça, des rencontres comme ça, pour qu'on puisse promouvoir le livre, parce que vous le disiez tout à l'heure, la littérature. Je n'aurais pensé, quand j'étais jeune, un jour, faire un truc avec le matin. Mais c'est vrai.
C'était un journal qui était pour nous. Voilà. On Moi, avait mauvaise je vais pas presse. insister, mais Oui, vous pouvez le dire, on l'a entendu souvent. j'ai quand même 77 ans et je me souviens, quand j'étais étudiant, c'était le journal du pouvoir, etc. Et voilà que aujourd'hui, c'est autre chose. Mais il est le reflet quand même d'une monarchie qui nous sauve, et le reflet quand même d'une présence de la paix dans ce pays. C'est très important. Alors Ali, on va continuer. Alors, on a beaucoup parlé de Nabil, de Lamia. Il y a d'autres personnages qu'on va croiser tout au long du roman, mais pour moi, il y a un personnage principal dont on parle beaucoup dans le livre, qui est Casablanca. Alors, Casablanca, voilà. Ville polluée, bruyante, désordonnée. Aller vivre avec la Casablancaise pour parler d'infidélité et de trahison. Casablanca redoutable. Vous avez massacré Casablanca, mais pourtant vous l'aimez. C'est une ville que vous... Aimer, c'est trop dire, mais disons que... Ah ouais, je voulais juste... je voulais trouver quand même un... Je veux dire, une ville, pour moi, c'est des personnes, c'est des amis. Ça ne me dit strictement rien. Je ne sais pas, vous me prenez maintenant, vous me déposez à Venise, par exemple. Venise, je vais m'emmerder. Je ne connais personne à Venise. Donc, Venise, je n'aime pas Venise. Bon, vous me mettez, n'importe où. En revanche, vous mettez dans une famille marocaine que j'aime, que je connais, je suis très heureux. C'est là, et Casablanca, j'ai quelques amis, c'est là, je retrouve ça. Mais en même temps, il y a évidemment un contexte. Comme je suis écrivain, je suis observateur, je regarde, j'écoute, j'observe, je suis tout le temps en train de bosser, comme dit l'autre. C'est-à-dire que je n'arrête pas de repérer les choses qui peuvent être utiles pour l'écriture. Effectivement, quelqu'un m'avait dit Tahar Benjelloun est un fin observateur de ce qui se passe autour de lui. Et donc, est-ce que c'est ça qui vous fait écrire ça sur Casablanca? Vous avez observé Casablanca. On parle beaucoup de bourgeoisie casablancaise. On ne parle pas de Casablanca dans l'absolu, mais de bourgeoisie casablancaise. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de montrer ce Casablanca un peu, justement, bruyant C'est un portrait, c'est comme... je ne sais pas, quand Céline est allée à New York, il a commencé par cette phrase extraordinaire, cette ville debout. Casa, c'est une ville debout, bien sûr, et qui se réveille tôt. Tanger, vous pouvez faire 120 à l'heure du nord au sud à 9 h du matin, il n'y a personne. Les gens dorment. Mais c'est extraordinaire. C'est comme ça. Ils ont gardé les vieilles habitudes espagnoles. À Tanger, il faut attendre 11 heures pour aller à la banque ou aller à l'administration. 10-11 heures, disons. Et après, bon. Mais c'est des comportements, c'est des tempéraments des villes. Rabat, c'est autre chose. Rabat, c'est une ville comme une maquette d'une pièce de théâtre où chaque chose est à sa place. Les diplomates, les ambassades, les rues bien soignées, bien nettoyées, Haï Riyad, les immeubles en verre. C'est extraordinaire, mais c'est fabuleux. Eh bien, écoute, c'est une ville où on doit s'emmerder un peu. Mais peu importe, finalement, on s'emmerde partout quand on veut s'emmerder. Mais en même temps, moi, j'aime beaucoup cette ville parce que c'est la ville de la tranquillité. C'est la ville de la paix, de la tranquillité. On n'a pas envie de se mettre en colère à Rabat. On est très bien, on s'installe dans un café. Alors ce matin, avec mon ami Abdelhak, j'ai rencontré un monsieur qui a joué un rôle très important dans cette ville, qui avait la librairie Les Belles Images, de Kelly, s'appelle. Et c'est un monsieur qui m'a raconté la fin de cette librairie, qui a eu une existence de 50 ans à peu près. 50, 60 ans. Et moi, je me souviens de cette librairie quand j'étais étudiant. Je venais acheter là-bas des livres et ça s'appelle Les Belles Images par rapport à un titre d'un livre de Simone de Beauvoir, Les Belles Images. Et cette librairie a été assassinée par les agents immobiliers, enfin les marchands de biens, c'est ça. Et est devenue aujourd'hui l'agence de Royal Maroc. Vous imaginez
comment on peut fermer une librairie qui a eu un passé important. Toutes les personnes qui lisaient à l'époque passaient par les belles images. Après, il y avait le carrefour de Leila Wadimna, et puis le carrefour peut-être après. C'est à Casa, mais il y a eu un carrefour ici, non? Non. Voilà. Bon, là, je vais faire ma tirade sur la lecture et l'absence de librairie. Non, maintenant, il y a Casa, il y a quelques librairies. Non, il y a quelques librairies. Mais à Tanger, on a une librairie et demie. Les insolites et la librairie d'école a été rachetée par des gens pour un euro ou un dirham, je ne sais plus. Mais il y avait des dettes à payer, mais elle est toujours là, mais il n'y a rien dedans. C'est une tristesse absolue. Et c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Parce que c'est vrai que l'incitation à la lecture n'est pas toujours présente, mais s'il n'y a pas de librairie, comment voulez-vous que les gens lisent? L'incitation. Il faut que le livre soit là. Et encore une fois, ce n'est même pas une question d'argent parce que le paquet de Marlboro coûte 41 dirhams. Un livre de poche coûte 50 dirhams, c'est ça? En moyenne, 50-60 dirhams. Bon, le livre ne va pas vous empoisonner. Marlboro, c'est sûr qu'il va vous empoisonner. Ben, c'est ça un peu la différence. Très bien. Peut-être une dernière question, M. Benjeloun. Vous avez choisi de laisser la fin ouverte. Oui. Donc sur l'espoir. Oui, bien sûr, on ne va pas tuer la mienne. Elle dit je m'en sortirai, je m'en sortirai. Je pense que, vu le progrès de la médecine, parce que pendant que j'écrivais le roman, il y a eu, je le raconte d'ailleurs dans le livre, des découvertes aux États-Unis pour la lutte contre le cancer des poumons. Et je me suis entretenu avec un grand professeur à Paris qui m'a confirmé effectivement qu'il y a des progrès. Et que c'est maintenant, évidemment, c'était avant Trump, maintenant que Trump a mis tous les chercheurs dehors, on va le payer très cher parce que c'est la recherche médicale qui va être la plus touchée par cette position. Mais j'espère que d'autres pays reprendront ces chercheurs et qui vont continuer à trouver à chercher pour trouver des solutions aux maladies graves, etc. Très bien, écoutez, merci beaucoup pour cette belle conversation. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais, c'est toutes les questions que j'avais à poser à M. Benjeloun. Je vais peut-être vous donner la parole quand vous auriez quelques questions, peut-être juste une réflexion sur le livre. Voilà, donc, le débat est ouvert. Vous pouvez poser vos questions si vous le souhaitez. On a quelques minutes pour discuter. Merci beaucoup, merci de votre présence. Merci M. Benjeloun. Merci à vous. Merci au Book Club le matin. C'est grâce à cette initiative et à Ali que nous sommes là ce soir. Et bien évidemment, grand merci à la princesse des libraires. Parce que vraiment, c'est une dame. C'est alors Amina Msnaoui à la librairie Porte d'Enfants à Casablanca. Et au-delà de son métier de libraire, c'est quelqu'un qui fait énormément de choses pour la promotion des livres et de la lecture. Merci encore. Et puis voilà, the floor is yours, comme diraient les anglophones. Alors, si vous ne posez pas de questions, ça veut dire que vous n'avez pas encore lu le livre, peut-être. Omar est là, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelques exemplaires de livres? Donc, Omar est au fond, il a des exemplaires de livres, voilà, même si vous ne posez pas de questions aujourd'hui. Si? Ah, c'est très bien. C'est bon? Merci. Merci. Bonsoir et merci à cette discussion autour du roman. C'était Les Enchaînés, hein. C'est vraiment comme ça que je l'ai lu, hein. Amin, Nabil et Lamia. C'était vraiment les Enchaînés.
Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est que c'est comment dire, c'est une célébration à la fois de la littérature et du cinéma, et de la musique, du jazz, mais aussi du classique. C'est fabuleux. Alors, j'aimerais poser la question suivante à Sid Tahar. Est-ce que tu as écouté de la musique quand tu écrivais, ou raconte-nous un petit peu l'écriture de ce roman? Non, quand j'écris, pas de musique. Silence. Quand je peins, le jazz. Mais le jazz, il est en moi en permanence. C'est-à-dire que j'écoute tout le temps le jazz parce que euh, c'est une des musiques qui m'aide à vivre et qui est à la portée, à ma portée parce que finalement, avec les techniques modernes, j'ai tous les jazzman sur mon téléphone et c'est d'une qualité parfois exceptionnelle, c'est extraordinaire. Et en même temps, pourquoi le jazz? Parce que quand j'écris, je fais un mouvement de liberté. Parce que le jazz, c'est quoi? D'abord, il y a un thème qui est exposé par Charlie Parker ou John Coltrane ou Duke Ellington ou n'importe qui. Et puis ensuite, il y a les envolées qui sont des improvisations à partir du thème central. Or, moi, ce que j'aime quand, je peins, c'est que je ne sais pas ce que je vais peindre, mais je vais aller vers mon instinct. La même chose pour l'écriture, mais l'écriture, j'ai besoin de silence pour écrire. Mais je me souviens quand même des exercices musicaux pour écrire. Et puis la référence au cinéma, vous savez, le cinéma a été mon éducation culturelle occidentale depuis l'âge de 14 ans à peu près. Je vois un film par jour jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, je ne fais que revoir les autres films parce qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. Mais ça m'a appris à écrire et surtout à décortiquer la manière dont la mise en scène est faite par les très grands réalisateurs, par Fritz Lang. L'autre jour, là, j'ai vu, la semaine dernière, un film qui a 70 ans ou 80 ans même, de Frank Capra, Arsenic et vieille dentelle, qui est l'histoire de deux vieilles qui tuent des messieurs et les mettent dans le coffre et après ils s'enterrent dans la cave. Mais c'est à mourir de rire. C'est-à-dire 80 ans après, je riais comme un enfant, comme j'ai ri la première fois où je l'ai vu il y a 50 ans. Donc c'est magnifique, ce cinéma-là. Aujourd'hui, le cinéma, malheureusement, il est dans une sorte de copie de la réalité, un peu, bon, bistrot, machin, là, famille composée, les histoires, machin, bon, bref. C'est pas passionnant, hein. Moi, ça me fait pas rêver, le cinéma d'aujourd'hui. Mais en même temps, bon, je regarde parce que je me dis, peut-être que je vais un jour tomber sur une pépite, quelque chose de formidable. Non, malheureusement, non, il n'y a pas grand-chose. Mais comme disait Alain Delon avec son air, putain, le cinéma est mort. Le cinéma est mort parce que lui, il pense effectivement au cinéma qu'il a fait avec Visconti, avec Joseph Losey, avec les Claude Sauté, enfin tous ces gens qui ont su nous raconter des histoires. Moi, il y a des films simples comme Les choses de la vie ou les films avec Romy Schneider, César et Rosalie. C'est charmant, c'est très charmant. Ce sont des films plein soleil, c'est charmant, même si c'est dramatique. C'est des films, c'est les derniers films, je dirais, français qui ont emporté mon adhésion. Après, bon, après c'est autre chose. Après, je suis pas un fanatique des films d'action très très violents. Tout ça, ça me dit rien, ça me dit absolument rien. Et donc, le cinéma est présent dans mes livres, mais c'est le vieux cinéma qui est présent, pas celui d'aujourd'hui, hein. Pas celui d'aujourd'hui, parce que franchement, euh, les chats aussi. C'est voilà.
elle pose une question. Allez-y. Bonjour monsieur, ça marche? Vous m'entendez? Bonjour monsieur Tahar Benjelloun, je suis vraiment très impressionnée de vous parler aujourd'hui. Tout à l'heure vous parliez d'éducation orientale, vous avez été mon éducation marocaine, parce que moi je suis née à Casablanca, mais j'ai grandi depuis presque 10 ans. J'habite à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je suis venue spécialement pour vous voir. Et donc, je voulais vous remercier pour ça. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous parler plus tard, donc je le fais maintenant. Je vous remercie. Et du coup, à Abidjan, on n'a pas eu encore la chance de recevoir Ils se sont tant aimés, donc le tome 2 du livre. Et du coup, je ne l'ai pas encore lu. Et si vous pouviez résumer ce tome 2 en une phrase pour une personne qui ne l'a pas encore lu, ça serait laquelle? Merci. Oui, je dirais par l'amour est plus fort que la maladie. Ça vous va? Merci beaucoup. Je souhaite vous poser une question par rapport à la rénovation de la librairie dont vous avez parlé à Tanger. Oui, la librairie à les colonnes. Est-ce que vous y pensez de la rénover? Moi, j'y suis pour rien. Moi, je n'ai pas acheté. Moi, je regrette qu'il y a 4 personnes qui l'ont acheté et qui cherchent des mécènes pour leur donner 2 millions de dirhams. Mais moi, mais c'est... Mais vous là, vous êtes citoyen marocain quand même. Oui, mais je ne sais pas, il faut qu'un mécène, ceux qui ont... Vous savez, on a des milliardaires dans ce pays qui sont milliardaires au niveau mondial. Ce n'est pas un milliardaire uniquement au Maroc, ils sont milliardaires aussi en Afrique et ailleurs. Avant, c'était un milliardaire qui s'est occupé c'était Pierre Bercher, qu'il avait racheté, qu'il avait financé à perte. Mais il savait ce qu'il faisait parce qu'il avait sauvé cette librairie. Et aujourd'hui, si on demande à celui qui a construit la tour là-bas, si on lui demande 3-4 millions pour rénover cette librairie, je ne sais pas ce qu'il dira, mais en tout cas, il n'a pas pensé à le faire. Non, mais rénover, c'est-à-dire la remplir et la rendre vivante. Parce que les librairies, c'est pas ça qui va vous rendre riche. C'est simplement la richesse culturelle, spirituelle, qui fait qu'une ville, quand on va dans une ville, on visite ses librairies. C'est très important. Parce qu'une ville... Malheureusement, cette librairie, après le décès de Berger, Madison Cox a décidé de vendre tous les biens de Berger au Maroc, sauf la fondation parce qu'il ne peut pas la vendre à Marrakech, le musée. Et c'est un très grand mécène qui avait acheté cette librairie, c'est Fadel Iraqi qui malheureusement est mort 3 mois plus tard. C'était au début du Covid. Il n'a pas eu le temps de réaliser le projet. Donc c'est pour ça que la librairie est partie comme ça. C'est dommage. Vraiment dommage. Mais c'est une très belle librairie qui mériterait qu'on la remette à flot. C'était la librairie Gallimard à un moment donné. C'était le point de rencontre de tous les auteurs. C'était leur boîte postale. C'est une librairie mythique. Et Berger l'avait très bien rénovée. Elle est magnifique avec du bois de haut en bas. Elle est très belle. C'est dommage qu'elle ne vive pas. Comment? Moi, c'était la librairie. Je l'ai connue quand j'avais 14 ans. Et il y avait les deux vieilles dames Giroffi qui la tenaient, c'est 2 Belges, 2 femmes exceptionnelles, qui me prêtaient les livres samedi soir et je les ramenais lundi matin. Je les lisais dimanche. Ben non, elles me les remettaient. Moi, je les couvrais avec du cellophane pour ne pas les tacher. Et puis, je n'avais pas les moyens d'acheter des livres à l'époque. Mais c'est extraordinaire. Et c'est malheureusement, la librairie a perdu petit à petit. Mais c'est scandaleux quand même. Une ville de plus d'1 million d'habitants avec énormément d'argent. Mais il y a des gens qui ont de l'argent à peu en savoir qu'en faire. Mais énorme. Je ne vous dis pas d'où ça vient. Hein, vous devinez très bien. Et pourtant, personne ne... vous savez, mettre là-dedans 1 ou 2 millions, ça va
ça va même pas faire frémir leur capital qui est à la banque. Même pas. Ils ne pensent pas. C'est ça le problème, c'est que nous n'avons pas cette tradition culturelle qui fait qu'on va sauver une librairie. On n'a pas ça. On va faire peut-être un comité de soutien pour sauver la librairie. Et bon, mais il ne s'agit pas uniquement de la sauver, il s'agit de la faire vivre. Et pour la faire vivre, il faut qu'il y ait des libraires bien formés et tout, ouverts sur le monde, comme c'était avant. Les lecteurs viendront. Pour le moment, on leur fait confiance. On sait qu'ils ont l'excuse de ne pas avoir de librairie. Donc, Pour ceux qui ont acheté le livre, on peut... on va laisser la place. je vais dédicacer ici. Donnez-moi juste un stylo, parce que je crois que je n'ai pas. Le stylo de monsieur le consul, c'est bien. C'est pas le mien.